Bonjour. Ah mais j'ai ma voix du matin. Pourquoi j'y arrive pas ce matin? En fait, il faut que je souris plus. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Ma dernière séance de psychanalyse. Mon frère, qui écoute ce podcast et que j'embrasse, m'a dit qu'il trouvait que mes introductions divulgachaient un peu trop. Je vais donc essayer de vous donner envie d'écouter l'épisode sans vous gâcher la surprise. Parce que des surprises, j'en ai eu pas mal avec Hélène qui témoigne dans cet épisode. Imaginez, vous êtes en analyse depuis plus de 3 ans et un jour, vous recevez un texto pour dire que c'est terminé, sans explication. C'est ce qui est arrivé à Hélène. Son analyste a même inventé un secrétariat médical fictif, en tout cas, elle n'en avait jamais entendu parler, pour lui annoncer la nouvelle. Elle nous raconte cette fin violente et assez traumatique. Mais le témoignage d'Hélène n'est pas une logorée haineuse anti-psychanalyse. Elle raconte comment la psychanalyse l'a aussi aidée, comme une médecine de guerre, l'empêchant de sombrer à son retour de Syrie où elle est humanitaire. Le divan, c'est son cocon, un espace pour enfin prendre soin d'elle, se libérer de sa culpabilité, se dénouer et même devenir maman. Un grand merci à Jérôme, un auditeur qui a parlé du podcast à Hélène et nous a connectés. Si vous aussi vous connaissez des personnes qui peuvent raconter une fin d'analyse intéressante, singulière, contactez-moi à guillaumefetdespodcasts, tout attaché, @gmail.com. Je vous aussi invite à rejoindre... Bah non, c'est pas français en fait. Donc je vous invite aussi à rejoindre le groupe Facebook des auditrices et auditeurs du podcast pour lire les réactions et les avis sur cet épisode ou partager le vôtre. On est aussi en train de se partager nos livres préférés sur la psychanalyse. Le lien pour rejoindre le groupe est dans le descriptif de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute et à bientôt. Allô, oui. Hélène. Salut Hélène. Tu arrives à ouvrir? Bah non. Ah, c'est bon. Ça roule. Salut Hélène. Ça va? Tu veux qu'on se salue comment? On se salue, oui, Fist, comme ça, ouais, check, point. ouais, ça va. Enchanté, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Ça te va sur le canapé? Ouais, très bien. Tu peux mettre tes affaires ici. Est-ce que tu veux commencer par me dire quelques mots à ton propos? Tu as décidé d'être anonyme ou pas? Je peux garder mon prénom, évidemment pas mon nom de famille, mais mon prénom, ouais, pas de problème. Hélène. Ouais. Donc je te dis quelques mots sur moi? Ouais. Alors j'ai 43 ans, je suis une travailleuse de l'humanitaire, je fais longtemps du terrain, et je suis rentrée depuis quelques années m'installer à Paris, depuis 2015 exactement. Est-ce que tu peux penser à quelqu'un qui t'aime? Et à ton avis, cette personne, elle dirait quoi pour te présenter, Hélène? Elle dirait que je suis une personne qui a beaucoup de potentiel, qui est très vivante, qui est très enthousiaste dans la vie de façon générale. Je pense qu'il dirait que je suis quelqu'un qui sait bien écouter, qui sait porter des conseils et aider les gens autour d'elle. Et voilà, je pense que je suis une bonne amie, quelqu'un de loyal, de façon générale. Voilà. Ok, alors tu peux me dire combien d'années de divan tu as fait? Alors, il y a eu plusieurs séquences. Dans ma vingtaine, je suis allée voir un thérapeute qui était psychanalyste, mais c'était pas très orthodoxe ces séances, on va dire. C'était moitié assis, moitié allongé, moitié des séances de 3 minutes, moitié des séances beaucoup plus longues. C'était un lacanien et j'étais allée le voir à la base parce que j'avais des petites angoisses et que je me suis très vite aperçue dans ma vie que je voulais pas que ce soit la peur qui domine mes choix de vie. Je voulais pas que ce soit mes angoisses qui déterminent mes choix de vie. Et ça, je m'en suis aperçue assez tôt. Et donc, j'avais décidé d'aller consulter justement pour être sûre que mes choix sont faits sans peur. Première expérience de thérapie. Première expérience pendant quelques années avec donc un psy d'obédience lacanienne qui m'a fait énormément de bien, qui m'a fait beaucoup avancer. Et puis j'ai décidé après de partir sur le terrain à l'étranger, donc j'ai mis fin de manière très très naturelle pour le coup, donc c'est pas celle que je vais raconter sur ce podcast, à cette thérapie. Et puis je suis partie pendant 7 ans m'expatrier sur différents terrains. Donc il y a eu des terrains d'urgence, il y a eu des terrains de guerre.
Et puis je suis rentrée. C'est un terrain. Tu travailles pour une ONG je suis à l'étranger et j'aide les populations, on apporte de l'aide, c'est de la solidarité internationale en fait, on apporte de l'aide aux populations dans le besoin à l'étranger. Donc pendant toutes ces années, pas de psychanalyse? Pas de psychanalyse pendant toutes ces années. Et puis je vais bien, je suis vraiment au summum de ma vie. Je suis très contente, j'ai une grande réussite professionnelle, j'ai un compagnon, j'ai beaucoup d'amis, enfin je vais très bien. Et je rentre de ce terrain, donc je rentre d'expatriation, j'en ai un peu marre, je décide de revenir à Paris, j'aime beaucoup Paris et c'est ma ville natale et je décide de m'y réinstaller. Et à ce moment-là, je développe des symptômes très bizarres. J'ai des symptômes physiques, donc ça commence par un tremblement du doigt. Et puis de jour en jour, ça devient un tremblement de la main. Et puis tout le bras qui devient engourdi avec ces espèces de tremblements. Et au bout de 2 semaines, c'est tout mon corps qui tremble. Et qui ne s'arrête pas. Et comme je suis une grande hypocondriaque, je me suis dit, ça y est, je suis en phase terminale de sclérose en plaques ou de Parkinson. Donc évidemment, je vais consulter. Et les médecins au départ me disent non, mais c'est le stress, on voit pas, tout a l'air d'aller bien. Et j'étais là, mais je suis pas du tout stressée. Enfin, je rentre, ma dernière mission c'était en Asie, c'était pas du tout un contexte justement de guerre, etc. J'étais très bien, je vois pas quel est le problème. Et ils insistent, non, ça doit être le stress. Et j'y crois pas une seconde. Et puis quelques semaines plus tard, c'est le 13 novembre. Et j'entends le Bataclan, j'entends tout ce qui se passe à Paris de terrible. Et mes tremblements s'arrêtent dans la seconde pour ne plus jamais revenir. En fait, quand j'ai entendu dire que Paris était en guerre, je me suis calmée. Et là, j'ai pris conscience, donc évidemment parce que j'étais pas j'avais entendu parler de ce type de stress qui s'appelle des stress post-traumatiques. J'avais entendu parler de ça pendant mes déplacements à l'étranger parce que beaucoup d'humanitaires en sont victimes. Et donc je réalise que je développe un stress post-traumatique suite au terrain de guerre parce que j'avais vécu 2 ans quand même dans un conflit armé en Syrie, donc du coup c'était quand même pas le plus light du monde. Et alors là évidemment je décide d'aller reconsulter parce que je réalise que malgré toute ce que je pense être une transparence vis-à-vis de moi-même, j'ai l'impression d'être très honnête, de m'exprimer très clairement, d'avoir beaucoup de gens autour de moi, enfin en tout cas d'amis sur lesquels je peux compter, je peux parler de mes problèmes. J'ai l'impression de pas me voiler la face. Et en fait, cet épisode m'a rappelé que non, mon inconscient m'avait complètement fait occulter toute une partie de ce que j'ai vécu en Syrie, qui s'en est rappelé à moi, même pas mentalement, mais physiquement. Comme quoi vraiment, mon conscient voulait vraiment rien entendre, quoi. Donc je décide d'entreprendre une thérapie, cette fois vraiment une analyse profonde pour nettoyer tout ça. T'es arrivée à la psychanalyse avec quelles attentes? Pourquoi la psychanalyse et pas une autre thérapie? La psychanalyse parce que là je m'étais vraiment dit c'est quelque chose en profondeur. La thérapie, j'avais déjà eu des thérapies, je vois comment on fonctionne, c'est beaucoup plus, on va dire, concret, c'est sur un problème à un instant T qu'on essaye de résoudre. Là, la thérapie, c'était vraiment de faire émerger des problèmes dont je n'aurais pas conscience, en fait. Je voulais vraiment pouvoir me débarrasser, faire un grand nettoyage de fond. C'est comme ça que je le voyais. Et le point de départ, ça avait été en effet ce stress post-traumatique. Tu comprends pourquoi tes symptômes corporels ont disparu au moment des attentats? Je ne l'ai pas compris pourquoi, mais en tout cas, ce que j'ai ressenti dans mon corps, ça a été tout d'un coup, ça y est, c'est une ambiance que je reconnais, c'est quelque chose que je connais. Et en fait, et c'est terrible, parce que non pas du tout que les tragédies qui sont arrivées me font plaisir, c'est absolument pas le propos du tout, parce que c'est terrible et que d'ailleurs ça m'a hantée aussi par la suite derrière. Mais c'était plutôt, oui, je me retrouve dans une ambiance que je connais. Ça y est, là je connais, je sais. Et parce qu'en fait, pendant 2 ans, un peu plus même, parce qu'en fait j'ai fait 4 ans en Syrie, mais les 2 dernières années c'était vraiment en plein théâtre de guerre. J'ai vécu 2 ans de stress permanent sans vraiment l'intellectualiser. C'est-à-dire que pour moi, quand on me posait la question, j'allais bien. Mais j'avais vraiment une espèce de stress latent, qui était permanent. Je choisissais mes vêtements le matin en fonction de est-ce que si je me fais kidnapper, vaut mieux que je prenne ça parce que je serai plus à l'aise. Et puis je faisais mon testament très régulièrement, mais de manière très sereine. Je faisais mon testament en disant voilà, j'ai une mission là demain que
je la sens pas. Genre, j'écrivais à mon frère. Donc voilà, si jamais il m'arrive un truc, il y a ça. Voilà. Mais en fait, du coup, j'ai réalisé après que c'était pas normal du tout d'avoir ce genre de comportement et que ça dénotait d'une angoisse quand même de mort qui a été très très présente pendant longtemps. Donc tu commences une psychanalyse qui va durer combien de temps ? Donc je commence une psychanalyse qui va durer 3 ans et demi. Donc pas avec la même personne que j'avais vue avant. De partir en mission parce que cette personne est décédée malheureusement pendant que j'étais sur le terrain. Donc je choisis une autre thérapeute, mais je voulais que ce soit quelqu'un de lacanien aussi, puisque j'avais eu une très bonne expérience avec ce premier psy. Donc je cherche une psychanalyste lacanienne que je trouve sur internet. Après beaucoup de recherches, c'est marrant parce qu'il y avait beaucoup de sites que j'ai visités et les psys de temps en temps font des fautes d'orthographe. Et du coup, je me suis rendu compte, à chaque fois que je voyais une faute d'orthographe, je me disais, ah non, je peux pas être avec cette personne-là. Et du coup, je suis enfin tombée c'est complètement stupide quand j'y pense, mais bon, je suis tombée sur le site d'une personne qui avait un site nickel et que j'ai beaucoup aimé. Enfin voilà, donc j'ai contacté pour une première séance. Elle m'a rappelé dans les semaines qui ont suivi en me disant, d'accord, je vous reçois en entretien, on va voir. Et puis, on a eu une autre première séance. À la suite de quoi, elle décide de m'accepter en psychanalyse avec elle pour commencer donc un travail qui a duré 3 ans et demi. Est-ce que tu veux me raconter ce chemin de psychanalyse ? Est-ce que tu sais quels sont les nœuds que tu as travaillés et qu'est-ce qui s'est passé de ce stress dont tu me parlais avant ? Alors, évidemment, quand je suis allée la voir, c'était pour lui parler de de ce stress post-traumatique que j'avais eu. Et à mon sens, c'était drôle parce que comme mes tremblements s'étaient arrêtés, pour moi, le problème était réglé. Donc en gros, voilà, on partait de ça, c'était l'élément déclencheur qui m'a fait venir vous voir. Mais après, je veux pas parler d'autre chose, quoi. Et donc en effet, très vite, on a commencé à aborder des sujets que j'avais déjà abordé lors de ma première psychanalyse, alors des trucs vraiment basiques, on va dire le rapport à la famille, le rapport à l'amour, c'était plutôt ça au début. Il y avait un nœud que j'avais quand même avant et que j'ai très vite mis sur la table, c'était un désir de maternité qui était complètement nié. C'est-à-dire que j'ai passé ma vie à dire que je ne voulais pas d'enfants et j'ai essayé tous les jours de me trouver 15 000 raisons de ne pas avoir des enfants. Et vraiment, je savais très bien que c'était pas normal de passer sa vie à essayer de se convaincre de ne pas vouloir d'enfant. Ça voulait dire que quelque part j'en voulais un, mais que c'était pas du tout assumé. Donc ça, c'est venu très vite sur la table, le désir de maternité. Et puis en fait, il y a eu des événements tout au long de ces 3 années qui finalement ne m'ont pas permis d'aller explorer. Alors si, à chaque fois c'était des événements qui m'ont permis d'aller tirer une petite ficelle, mais en fait ça a été tellement des événements qui ont chamboulé ma vie que finalement je parlais beaucoup de ces événements présents, donc finalement de mon quotidien, plutôt que d'aller chercher au plus profond de moi quels étaient les problèmes sous-jacents qui dirigeaient encore ma vie actuellement. Ce qui fait que en fait, très très vite après les premiers mois de psychanalyse, je suis tombée enceinte de manière non prévue, mais le non prévu avec l'inconscient, ça fait toujours rigoler. Donc je suis tombée enceinte et à un moment donné où mon couple allait pas forcément super bien, ce qui fait que j'ai eu 9 mois de grossesse qui ont été très compliqués avec mon compagnon. Et on s'est séparés peu de temps après la naissance de ma petite. Donc j'ai eu une rupture à gérer. Et puis éduquer une enfant seule, alors même si le papa est toujours présent dans sa vie bien entendu, mais au quotidien c'était absolument pas mon modèle de vie à la base. Donc en fait j'étais rentrée dans toutes mes pires angoisses. C'est-à-dire que finalement le fait d'avoir eu cet enfant, de l'avoir eu, de devoir l'élever seule, etc., c'était me confronter à tout ce que j'appréhendais à fond avant de tomber enceinte. L'année d'après, mes parents se sont séparés après 40 ans de mariage. Donc il y a eu des gros événements comme ça qui ont fait que je me suis retrouvée en mode survie. C'est-à-dire que vraiment, j'allais voir cette psy et c'était les seuls moments de paix que j'avais. C'était les seuls moments vraiment de cocooning où j'étais dans cette petite... sur ce divan bien au chaud, extrêmement chaleureux, avec cette femme d'une bienveillance absolue, d'une espèce d'empathie qui me touchait énormément. Déjà, elle était très très belle, c'est une femme vraiment très belle avec une voix assez cristalline, donc il y avait toute cette espèce d'ambiance très douce, très apaisante, et j'y allais à chaque fois, c'était ma bouée de sauvetage, c'était vraiment mon petit moment où je me retrouvais moi, où je retrouvais mes forces et où elle me faisait comprendre que
tout allait bien se passer. Tu sais, ce genre de personne qui va, tu t'épanches, tu te confies, il va te dire tout va bien aller et t'y crois, tu vois. Donc c'était vraiment un moment d'apaisement chaque semaine. Enfin, à chaque fois que je lui parlais de quelque chose et que j'estimais que c'était peut-être pas forcément très grave, elle mettait le point dessus. Elle me disait mais prenez le temps d'accepter le fait que bah si ça peut être grave ou si c'est normal que vous ressentiez ça. Et en fait, elle me validait dans mes émotions. C'était surtout ça. Elle me validait, je trouve, dans mes émotions. Et du coup, ça m'apaisait beaucoup parce que j'étais pas en lutte avec moi-même à chaque fois de non, mais reprends-toi, mais arrête, t'es vraiment une gamine, etc. Il y avait pas ça. Il y avait beaucoup d'acceptation de ce que j'étais, en fait. Et du coup, je me sentais profondément aimée, en vrai. Alors après, ça, c'est le transfert, hein, bien entendu, on projette ce qu'on veut sur son psy, mais moi, j'avais vraiment ce sentiment que j'étais aimée. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'elle mettait beaucoup en avant. Elle avait une page publique sur Facebook parce qu'elle a écrit des livres et elle parle beaucoup de cet amour patient thérapeute. Et pour moi, c'était tellement vrai, c'était vraiment ce que je ressentais avec elle. Il y avait une bienveillance absolue. En tout cas, c'est comme ça que moi je le vivais. Moi, j'entends presque plus une coach qu'une psychanalyse. Cette technique t'a-t-elle permise de dénouer ce rapport à la maternité et à la rupture que tu rencontrais? Absolument. En fait, je pense que ça m'a... Alors déjà parce qu'il y avait aussi tout un volet d'interprétation des rêves dans lequel elle était très bonne. En tout cas. Tu peux me donner un exemple? Un exemple de rêve? Alors justement, il y en avait un que j'ai fait quelques mois après. Même, je me demande même si c'était pas une année après le début de mon analyse. Je me souviens plus du rêve en tant que tel, mais en tout cas, je me souviens que c'était un rêve qui était extrêmement symbolique sur mon rapport de deuil que je devais faire par rapport à la Syrie. Donc c'est venu très très longtemps après ce stress post-traumatique, où en fait j'ai fait vraiment un rêve où je me suis permis d'exprimer toute la douleur que j'avais eue en quittant ce pays. Parce que j'y étais très très attachée, que je l'ai quitté parce que je ne supportais plus la guerre et voilà. Mais pour moi, je me sentais limite syrienne. Enfin, j'étais vraiment très très attachée à ce pays. Et quand je suis partie, pour moi, j'avais pas le droit de pleurer parce que moi, je rentrais dans ma patrie à moi, où j'avais mon pays, alors que les pauvres réfugiés, tu comprends, ceux qui sont là et qui doivent quitter ce pays malgré, à l'insu de leur plein gré, comme dirait l'autre, voilà, qui n'ont pas choisi l'exil, mais qui sont obligés pour sauver leur vie. Eux, ils sont à plaindre. Donc moi, qu'est-ce que je vais pleurer, petite expatriée qui a très bien gagné sa vie en plus pendant la guerre, rentre chez elle. Je n'ai pas le droit de pleurer sur ça. Et en fait, je me suis rendu compte que le déni finalement de cette douleur-là a possiblement aussi été amené à ce stress post-traumatique derrière. Pas que, mais en tout cas, j'ai pris conscience de toute la douleur que j'avais d'avoir quitté ce pays. Et ça m'a fait quand même vachement de bien. J'avais le droit de ressentir ça, tu vois, typiquement. Il y a eu d'autres rêves aussi sur la maternité, en effet, qui m'ont permis d'appréhender beaucoup mieux les choses, en tout cas d'être beaucoup moins angoissée sur ma façon de vivre cette maternité. Donc oui, pour l'interprétation des rêves, moi je trouve qu'il y a eu quand même de gros nœuds qui avaient été dénoués grâce à ça. Et après, en effet, t'as peut-être raison dans le sens où c'était plus une béquille dans la vie de tous les jours finalement. Tu vois, que vraiment une vraie, comme je te disais, c'était les événements qui nous guidaient. Donc j'allais plutôt chez elle dans l'urgence, c'est-à-dire il se passe ça ou je vis ça et j'ai pas vraiment le temps finalement d'aller très très profondément au fond de moi. Donc j'ai pas forcément exploré tous les sujets que je vais souhaiter explorer quand j'avais commencé cette analyse. Mais après, de par les événements, j'allais quand même titiller, tu vois, ces choses-là qui me rongeaient quelque part, quoi. Donc l'impact concret de la psychanalyse pour toi, c'est un bien-être quotidien, un espace où tu peux explorer la maternité, le deuil. Est-ce qu'il y a d'autres nœuds que tu as travaillé pendant ces années? Tu sais, je vais résumer le truc. Quand je me souviens d'un ami à moi qui me disait, tu sais, tu dois avoir une psy excellente quand même parce que pour pas être sous médoc avec tout ce que t'es en train de vivre, c'est qu'elle est vraiment forte, quoi. Et je pense que c'était ça. Je n'irai pas jusqu'à te dire que c'était un bien-être quotidien parce que moi, dans mon quotidien, j'étais au bout de ma vie pendant ces 3 ans. Encore une fois, par les événements, par le fait que je me suis retrouvée en maman célibataire avec un petit bébé qui dormait pas la nuit, qui m'épuisait. Enfin voilà, il y avait des parents qui n'étaient pas présents parce qu'ils se déchiraient entre eux. Enfin voilà, donc j'étais seule, livrée à moi-même dans vraiment un truc qui était très compliqué, quoi. En revanche, ça m'a permis justement de pas sombrer.
Donc c'est pour ça que je le vois comme une béquille plus, c'est-à-dire que ça m'a vraiment permis à passer toutes ces étapes-là sans sombrer, sans rentrer dans une dépression. Mais en revanche, ça m'a pas permis de sortir des rapports, tu sais, des jeux de rôle que tu as avec tes proches, tu sais, et t'es emmêlé là-dedans et t'arrives pas à faire le pas de côté qui va te permettre de sortir du comportement. Ce qui fait que quand je me suis par exemple séparée avec le père de ma fille, on s'est séparés au départ dans des conditions très dures. C'est une rupture compliquée. On était très fâchés et ça a été très très difficile de avoir des rapports sereins. Et on y est arrivé, mais de temps en temps, il y avait quand même de nouveau des clashs. Et à chaque fois qu'on rentrait dans un clash, ça me mettait vraiment ça me minait complètement. Et c'était bizarre parce que ma seule séance de révolte envers la psychanalyse, donc c'était pas envers le travail qu'on était en train de faire en particulier, c'était vraiment dans la psychanalyse en général, c'était suite à une dispute que j'avais eue avec mon ex-compagnon. Et je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, je suis arrivée sur le divan en disant, mais enfin, je rejoue en permanence les mêmes rôles. Ça ne sert à rien, en fait, ce qu'on fait. Ça ne sert à rien. Ce travail, la psychanalyse, c'est vraiment n'importe quoi. On n'en sort pas, en fait. Et là, je la vois tiquer pour la première fois. J'ai pas du tout compris sa réaction. Elle me dit, est-ce que vous pensez que je vous ai influencé dans des choix que vous auriez faits sans que ce soit votre volonté à vous? Et là je me dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte, enfin je parle pas d'elle, enfin. Et puis pour moi justement se révolter contre un psy c'est la base, enfin c'est sans être un peu le punching ball en vrai, enfin tu vois, de tous les rôles du transfert que tu dois avoir. Le psy d'avant, il s'en était pris plein la gueule. Enfin, tu vois, je captais pas. Là, je me suis dit, en 3 ans où j'ai été un élève modèle, entre guillemets, là, tout d'un coup, je me révolte un petit peu. Et encore, c'était du soft, hein. J'étais vraiment juste, je comprends pas, en larmes un peu de, ma vie, c'est de la merde, je comprends pas pourquoi j'en suis toujours là, etc. Et là, je vois vraiment qu'elle essaye de se justifier dans son rôle. Et encore une fois, les bras m'en tombent. Et je termine cette séance où, comme à chaque séance, elle me disait à la fin, quand est-ce que vous voulez qu'on se revoie, même si on savait qu'on se revoyait chaque semaine. Donc à chaque fois, je lui disais, la même heure, la semaine prochaine, etc. Là, elle me dit la même chose, mais je vois dans son regard, elle me le dit beaucoup plus sèchement. Elle me dit, bon, quand est-ce que vous voulez qu'on se voit? Et je la sens dure, je vois dans son regard plus de bienveillance, je comprends pas ce qui se passe. Je soupire un petit peu, et puis elle me dit, mais peut-être que vous avez besoin de temps, Hélène, peut-être que vous avez besoin de temps pour reprendre une séance. Et là, je dis, non, on va se revoir la semaine prochaine. Elle me dit, la semaine prochaine, il y a les vacances, donc on se reverra après les vacances à telle date. Et elle me donne une date. Et je dis, d'accord, très bien. Et je sors, et je ne savais pas que c'était ma dernière séance de psychanalyse. Voilà. Suite à ça, les 2 semaines passent, et le rendez-vous approche. Et là, je reçois un texto d'un numéro que je ne connais pas. Donc, sachant qu'à chaque fois que je communiquais avec elle, j'avais son numéro de téléphone. Je ne sais pas si c'était un perso ou un pro, mais en tout cas, c'était un 06. Et on communiquait par texto. Donc, c'était plutôt, je vais être en retard, désolée, Madame S. Ou alors, est-ce qu'on peut juste décaler la séance à tel autre jour? Enfin, ça se résumait à ça, hein, nos échanges par téléphone. Elle était toujours très réactive. Et là, je reçois un texto d'un numéro que je ne connais pas qui me dit, nous sommes le secrétariat de Madame S. Nous tenons à vous dire que Madame S ne pourra pas assurer la prochaine séance de psychanalyse, et elle ne pourra pas reprendre rendez-vous avant 1 mois et demi. Je dis donc je réponds d'accord. Est-ce que je rappelle moi pour reprendre rendez-vous? Est-ce que elle me rappelle ou comment ça se passe? Pas de réponse. Je suis très étonnée déjà de l'existence de ce secrétariat dont je n'avais en 3 ans et demi j'ai jamais entendu parler. Et puis, et là, je me dis tout de suite, il lui est arrivé un truc hyper grave. Si c'est pas elle qui m'appelle, enfin voilà, il y a eu un accident, ou elle est gravement malade, il y a un truc, quoi. Et donc, je passe un mois d'angoisse. Parce que quand même, j'attendais mes séances de psychanalyse comme une petite bouée de sauvetage, moi, chaque semaine. Et 1 mois et demi passe, et on se rapproche de la date à laquelle elle était censée reprendre ses séances, en tout cas avec moi. Et puis là, dévorée par la curiosité, je décide d'aller sur Facebook pour voir sur sa page s'il y a eu un indice de qu'est-ce qui se serait passé. Et là, je découvre avec stupéfaction qu'elle postait un article 2 ou 3 jours après le rendez-vous qu'on devait avoir et qui m'avait été annulé par le secrétariat,
un article où elle dit qu'elle revenait d'un voyage au Japon qui était merveilleux, qui l'avait beaucoup inspirée pour ses séances de psychanalyse avec ses patients, et puis elle repart de l'amour qu'elle a envers ses patients, etc. Enfin, un truc tout à fait normal. Mais là, je comprends qu'en fait, tout va bien, qu'elle était au Japon, qu'elle revient. Alors, je sais pas pour quelle raison elle pouvait pas continuer ses séances, mais en tout cas, donc je suis un petit peu sidérée quand même, je comprends pas du tout ce qui se passe. Et je lui envoie un texto sur son perso, en lui disant voilà Madame S, je comprends pas trop, j'ai cru qu'il vous était arrivé quelque chose de grave, j'ai eu un message d'un secrétariat dont je ne connaissais pas l'existence, je vois sur votre page Facebook que en fait vous allez bien, est-ce que vous pouvez juste me confirmer qu'on reprend bien les séances à partir de la semaine prochaine? Et elle me répond je suis désolée Hélène que vous soyez fait du souci, en effet il n'est rien arrivé de grave à proprement parler. En revanche, je ne pourrai pas reprendre les séances avec vous dans un avenir proche, donc je peux vous conseiller d'autres psychanalystes, si vous le souhaitez. Et là, si tu veux, la baffe. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Enfin, qu'est-ce qu'elle me fait? Donc je lui réponds, je dis, mais Madame S, je comprends pas. Je ne comprends pas, je ne vais pas bien, je ne comprends pas. Et je lui mets juste en suspens je ne comprends pas. Sous-entendu, appelez-moi, faites quelque chose. Et je n'ai jamais, à ce jour, reçu de réponse. Jamais. Voilà, j'ai jamais su ce qui s'était passé. Et ce qui était encore plus drôle, c'est pas drôle du tout, mais ce qui était, si, quelque part, c'est que quelques semaines avant cette dernière séance, j'ai eu une espèce d'intuition. Et je lui ai dit, Madame S, j'ai très peur que vous partiez. Et elle m'a dit, comment ça? J'ai dit, je sais pas, vous pouvez peut-être décider de changer de vie un jour, de faire autre chose, et dans ces cas-là, comment je ferais? Et elle m'a dit, mais enfin Hélène, vous savez, quand on est psychanalyste, on sait qu'on s'engage avec des patients sur de nombreuses années. Un changement de vie, ça peut arriver, mais ça se prépare. Donc ne vous inquiétez pas. Et ça, je te mens pas en te disant ça, Guillaume, ça devait être 2 ou 3 séances avant qu'il se passe ce qui s'est passé. Et alors, évidemment, ça a été l'effondrement. Après ça, j'avais l'impression d'être larguée par mon mec. C'est pas compliqué, c'était une vraie rupture affective. Vraiment, je l'ai vécu comme ça. Sans aucune explication, tu sais, la pire des façons. Enfin, tu ne sais pas, est-ce que c'est moi toute seule? Est-ce que c'est tout le monde, en fait? Est-ce qu'elle a arrêté de faire de la psychanalyse? Je ne savais rien, je ne savais pas. Et je n'arrivais pas à savoir ce qu'il fallait que je fasse. Alors, comme j'aimais énormément cette femme quand même, je voulais toujours lui trouver des excuses. Donc je me suis dit, il doit y avoir une raison. Peut-être que, en plus, c'est des lacaniens. Les lacaniens, ils sont un peu chelous. Donc ça doit être une méthode de thérapie. Je pense que elle fait ça dans un but thérapeutique. Donc je prends vite rendez-vous avec un collègue que j'avais, qui travaillait avec nous, un psy, en lui demandant un rendez-vous en urgence, en lui disant, s'il te plaît, dis-moi, est-ce que c'est possible que ce soit quelque chose à but thérapeutique? Et alors, il était un peu emmerdé parce qu'il me dit, alors écoute, il me fait, oui, c'est normal. Peut-être qu'en effet, elle voit que vous n'avancez plus dans le travail et que ça serait bien que tu changes de psy, etc. Il me dit, mais c'est vrai que moi, ça ne me viendrait jamais à l'esprit d'arrêter aussi brutalement une séance. C'est-à-dire que si en effet, ça peut m'arriver de pas pouvoir continuer avec un patient, je vais le recevoir en séance et lui expliquer que je ne peux pas continuer avec lui pour X raisons. Peut-être un transfert qui se passe mal, peut-être... Enfin, il y a 1000 raisons qui sont tout à fait valables et qui peuvent justifier un arrêt de psychanalyse comme ça. Mais là, c'était d'une violence inouïe pour moi. Et donc après, j'étais extrêmement en colère. J'étais extrêmement en colère et j'arrivais pas. Évidemment, j'ai fantasmé 1000 fois de lui écrire des lettres, de lui demander des comptes et puis ou de l'insulter ou de voilà. Et je n'y arrivais pas parce que j'avais peur de ce qu'elle pourrait répondre. J'avais peur qu'elle ne réponde pas. J'avais peur de tout, en fait. J'avais peur de son jugement. J'avais peur de... Tout d'un coup, elle prenait cette posture de grande sachante qui sait, qui fait les... Et puis moi, la petite, je savais pas quelle était la bonne façon pour moi de réagir. Et donc, j'ai laissé décanter. J'ai laissé décanter pendant très longtemps. Pendant près de 2 ans, en me disant évidemment, hors de question que je retourne voir un psy de toute ma vie. C'est même pas la peine. Bon, j'en suis revue. Mais ça m'a pris quand même au moins 2 ans et demi, facile 2 ans et demi avant d'aller voir quelqu'un, et puis d'aller voir quelqu'un en lui disant, alors je viens vous voir, mais juste une fois comme ça de temps en temps. C'est moi qui déciderai de quand. Et puis après, bon d'accord, alors une fois par mois. Et puis après, petit à petit, ça a été tout un processus pour pouvoir reprendre un travail avec quelqu'un et de refaire confiance à quelqu'un. Parce que pour moi, c'était une trahison absolue ce qui s'était passé, quoi. Voilà. Donc ça fait 2 ans, 2-3 ans?
C'était en juin 2018, 19-21. Ça fait 3 ans et demi maintenant. C'est marrant, la même longueur que notre durée de psychanalyse. Comment est-ce que tu comprends ce qui s'est passé ou comment tu veux comprendre ce qui s'est passé? Moi, je pense qu'il y a quelque chose dans le transfert qui s'est pas géré. C'est-à-dire que très vite, quand j'avais été voir ce collègue-là pour lui demander est-ce que ça se fait pas, il m'avait tout de suite dit est-ce que tu te sens coupable, tu penses que c'est ta faute? Je dis ah non, pas du tout. Alors j'ai jamais eu ce sentiment de culpabilité de c'est moi qui ai dit un truc ou peut-être que non, j'étais parfaitement ok. Pour moi, j'ai eu aucun comportement déplacé. Le fait d'avoir challengé à un moment donné la psychanalyse, c'est du ultra basique. Enfin, donc pour moi, peut-être que c'est pas cet événement-là qui a fait peut-être que ça a été un moment déclencheur pour elle et que ça faisait quelque temps qu'en effet elle arrivait pas à gérer un truc avec moi, j'en sais rien. Ou alors en effet elle a eu un changement de vie radical et qu'elle a arrêté de recevoir et qu'elle s'est concentrée sur ses activités publiques parce qu'elle en a. Mais encore une fois, pour moi, ça n'excuse rien. De la non-explication est insupportable en fait. Donc je cherche plus à savoir parce que ce qui m'a réconciliée avec tout ça, c'est que donc en recommençant à aller voir quelqu'un, ce psy m'a dit un jour, à un moment donné où j'en reparlais de cette rupture, il m'a dit, j'ai dit je veux que la terre entière le sache en fait, je veux vraiment que, parce que là elle est représentée publiquement comme quelqu'un qui est très bienveillant, très bien, ceci cela, et en fait c'est une femme qui est limite pas professionnelle. Enfin c'est très grave ce qu'elle a fait, j'aurais pu vraiment et puis en plus je me disais, en plus elle est perverse parce que elle me connaît tellement bien qu'elle sait que j'irai jamais la décrier publiquement devant tout le monde parce que je suis trop déjà pudique pour ça, je pense, et parce que j'aime pas faire du mal aux gens. Et elle a tellement confiance là-dedans que c'était une façon de m'assujettir en plus, quelque part, tu vois, je sais de toute façon, parce que moi j'aurais été à sa place, j'aurais complètement flippé qu'un de mes patients aille me dénoncer publiquement et de quelque part salir ma réputation. Or là, elle avait pas peur de ça du tout. Et j'étais en colère contre moi de pas réussir à lui faire peur de ça. Enfin, tu vois, j'étais vraiment rentrée dans un truc. Et donc, même si avec le temps, évidemment, mes désirs de vengeance s'étaient un petit peu calmés, ça revenait quand même de temps en temps. Et un jour, le psy que je vois actuellement a une parole très apaisante. Il m'a dit, mais tu sais, peut-être qu'elle a merdé avec toi, mais peut-être qu'elle merde pas avec d'autres. Et je sais pas pourquoi, cette prise de conscience m'a vachement apaisée, en fait. Parce que je me suis dit, bah oui, peut-être qu'elle a fait. En fait, les psys sont humains. Arrête de penser que c'est des gens extraordinaires qui ont tout réglé de tous leurs problèmes de la vie. Elle est humaine. Elle a en effet fait une faute avec moi, mais peut-être qu'en fait, elle aide énormément de gens. Et bah du coup, laissons-la aider ces gens qu'elle peut aider, quoi. Et j'ai fait ma paix vis-à-vis de ça. Je suis partagée entre entendre que t'as fait la paix et que t'as tourné la page et gratouiller. Donc je vais te faire une proposition de gratouille et puis en vrai, on n'est pas obligé d'en parler. Et si au contraire, cette personne non professionnelle devait être arrêtée au plus vite? Je sais pas. Et tu vois, c'est ça le problème avec la psychanalyse, c'est que t'as pas d'instance qui régit. Tu vois, il y a pas je sais pas moi, la chambre des psychanalystes, je sais même pas si c'est. Enfin, tu vois, j'avais essayé de voir en tout cas à l'époque, parce que au départ, je voulais quand même signaler ça à une espèce de groupement de lacanien, j'en sais rien, tu sais, une espèce de confrérie qu'ils ont. Je sais même pas si ça existe. En tout cas, j'ai cherché et j'ai pas trop trouvé sur internet ce genre tu vois, de rassemblement en tout cas de psychanalystes. Qui pourrait valider ou invalider, en tout cas, l'exercice d'une profession. Ça existe pas, c'est pas comme les médecins, t'as pas l'ordre des médecins, tu vois. Et c'est ça le problème, je pense. Parce qu'en parlant de ça, tu vois, avec un ami psy qui est finlandais, il m'avait dit, mais en Finlande, ça ne peut pas arriver, ce genre de truc. Elle est dénoncée direct, y a un ordre qui existe, et puis, justement, elle peut tout à fait perdre ce genre de comportement, est inacceptable. En fait, je me suis rendu compte quand même que t'as raison, que quand j'en parle aux gens, tout le monde me dit, mais c'est de la folie, ce qui s'est passé. Parce que si t'étais très mal, t'aurais pu vraiment finir mal, quoi, vraiment. Donc peut-être que t'as raison, peut-être que... Mais comme c'est une profession qui est régie par rien, si tu veux, il y en a à l'appel, des charlatans qui doivent être arrêtés. Il y en a à l'appel. Après, elle est quand même reconnue publiquement. Il y a des... Visiblement, c'est pas quelqu'un de complètement pourri. Enfin, tu vois, j'en sais rien. Il n'y a pas eu d'autres plaintes, en tout cas, a priori. Elle est suivie par de nombreuses personnes sur Facebook. Enfin, peut-être que quelqu'un d'autre, à un moment donné, s'il a vécu la même chose, se manifestera, j'en sais rien.
Mais en tout cas, c'est pas à moi de le faire avec mon expérience. J'ai aucune visibilité sur ce qu'elle fait par ailleurs aux autres, quoi. Après, tu sais, j'y pensais la dernière fois quand je disais oui, je suis en paix. Je me dis, j'ai peur de la recroiser quand même. Tu vois, j'ai peur de la revoir. J'ai peur de quelle serait son attitude, quelle serait mon attitude. Est-ce qu'elle ferait comme si elle me connaissait pas? Comment je réagirais? J'ai peur. Et enfin, c'est pas une peur j'ai peur pour moi, tu vois ce que je veux dire, mais j'ai une appréhension par rapport à ça. Donc en effet, c'est pas complètement apaisé parce que ça reste une souffrance. Je pense de la même façon que quand tu t'es engueulé avec quelqu'un qui t'est très proche et que tu lui parles plus, de le revoir, ça serait un peu bizarre, tu vois, tu ferais peut-être comme si tu le connaissais pas. Pourquoi c'était important pour toi de témoigner? Quelque part, est-ce que ça remue pas ton couteau dans la plaie? Non, justement, j'ai l'impression que ça ferme un chapitre. Tu vois, ce témoignage, j'ai l'impression qu'il ferme le chapitre. Parce que c'était encore, je vais te dire, dans les 6 derniers mois, justement, c'était revenu un petit peu à la surface. J'avais fait un rêve, justement, où elle réapparaissait. Et ça m'avait un peu déstabilisée. J'ai recommencé un peu à penser à elle. Après, j'ai entendu aussi qu'elle avait des activités publiques. Enfin, donc, son nom m'est réapparu. Tu vois, j'ai entendu parler d'elle et tout. Donc, ça m'a un petit peu déstabilisée. Mais comme je te disais, avec ce psy, il a eu cette parole apaisante qui m'a quand même libérée d'un poids de quelque chose, même s'il y a encore un petit truc, mais ça m'a quand même libérée de quelque chose. Et je trouvais que l'option de témoigner là, c'était parfait. Parce que je ne la mets pas à charge. Elle reste anonyme, Madame S. Par contre, elle se reconnaîtra si elle entend ce podcast parce que je l'appelais comme ça, Madame S, entre nous, quoi. Et donc, elle sache ce que ça m'a fait. C'est important pour moi. Si jamais elle l'écoute pas, c'est pas grave. Et puis en même temps, voilà, elle est pas, tu vois, je l'injure pas sur la place publique, tu vois, sa réputation est intacte, quoi. Donc pour moi, c'était un bon compromis. Qu'est-ce que cette psychanalyse et cette fin que tu viens de décrire, qu'est-ce que ça t'a appris? En quoi ça te fait voir des choses sur justement ces rôles dans lesquels tu te mets sans cesse? Ah bah donc t'es perspicace quand même parce que en effet ça fait beaucoup écho à des ruptures affectives que moi j'avais eues dans ma vie, dans les relations amoureuses. Alors j'ai pas eu que des trucs comme ça, mais ça m'est quand même arrivé des ruptures, en tout cas une grosse rupture par texto sans explication. J'avais déjà eu ça, et c'est vrai que ça me renvoyait en plus à quelque chose de très violent justement. Après, même dans ma vie familiale, j'ai eu des ruptures avec des personnes très très proches, sans trop d'explications comme ça du jour au lendemain. En fait, cette rupture de je te laisse tomber, sans aucun signe précurseur. Tu vois, c'était ça le truc. C'est que on m'aurait dit ça il y a quelques années quand j'avais commencé ma psychanalyse avec Madame S. J'aurais dit mais elle, jamais de la vie. J'avais une confiance absolue. Et je me demande même, je vais te dire, dans ma vie, si j'ai déjà fait confiance à ce point à quelqu'un. Donc en effet, cette rupture, elle m'a profondément ébranlée. Évidemment que ça a un impact jusqu'à maintenant, on va dire, dans ma vie, parce que je vais plus donner ma confiance très très facilement. J'ai bien entendu des amies loyales que j'adore et que j'ai depuis très longtemps et que je sais sur qui je peux compter, etc. Je parle de nouvelles amitiés, en tout cas de nouvelles personnes qui vont rentrer dans ma vie. Pour moi, je peux me faire une idée sur toi pendant très longtemps et découvrir au dernier moment que tu n'as rien à voir avec ça. Donc j'ai ce petit trauma, on va dire, tu vois, de attention, on ne connaît jamais quelqu'un. Et en vrai, tu vois, ça devrait pas être applicable à un psy parce que le psy, t'es pas censé le connaître. C'est lui qui te connaît, tu vois, c'est toi qui lui racontes tes trucs. Lui te raconte rien. Moi, Madame S, je sais quasi rien sur elle à part 2 trucs. Et c'est pour ça que ça me fait flipper parce que c'est des choses où je sais elle a les mêmes goûts que moi sur des activités, on va dire culturelles. Et parfois, du coup, j'ai peur de la trouver dans ce genre de rassemblement ou d'activité. Mais c'est tout ce que je sais d'elle. Tu vois, j'en sais rien. Moi, si elle est mariée, elle a des enfants, je ne sais rien. Donc, en effet, je ne la connais pas, cette femme. Tu restes sur un transfert. Tu vois, tu restes sur une image que tu t'es fait d'elle, quoi. Mais malheureusement, j'ai déporté ça sur mes relations dans ma vie. Donc, ceux que je rencontre, les nouvelles personnes que je rencontre, je suis très méfiante. Ça veut pas dire que je vais pas les fréquenter et je vais plus rentrer en relation, mais par contre, je vais vraiment avoir plein de garde-fous. Et ça, je pense que c'est pas quelque chose de positif, du coup, tu vois. J'avais pas du tout envie d'évoluer comme ça dans ma vie. Je suis quelqu'un de très vrai, de très spontané. J'ai pas du tout envie d'avoir de la méfiance envers les nouvelles personnes que je rencontre, quoi.
Tu viens de me raconter ton chemin de psychanalyse. J'ai entendu plein de positifs, de choses où ça t'a aidé, ça t'a nourri, ça t'a dénoué, jusqu'à ce dénouement, jusqu'à la fin, qui t'a profondément meurtri. Est-ce que, net, l'addition finale, elle ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu en penses au final de ce chemin de psychanalyse? Je suis très heureuse de l'avoir fait parce que je pense que si j'avais pas commencé cette analyse, je crois pas que je serais maman aujourd'hui, vraiment. Ça m'a quand même vraiment dénouée par rapport à ça en tout cas, et ça vaut tout l'or du monde en vrai. Et puis et encore une fois, ça a été des pansements quand j'allais. On va dire que ça a été de la médecine de guerre. Tu vois, j'étais en guerre pendant 3 ans dans ma vie. Et ça a mis des pansements sur mes plaies pendant 3 ans. C'était pas le but, moi là-bas je voulais pas aller en guerre. Mais une fois que j'y étais, voilà, ça a été. Donc en vrai, je n'en tire en effet que du positif. En rupture, bien entendu. Je n'en tire que du positif. Est-ce que tu peux m'expliquer comment, concrètement, imagine des gens nous écoutent et ne connaissent rien à la psychanalyse, comment concrètement la psychanalyse t'a dénoué sur la question de la maternité? Tu dis, grâce à la psychanalyse, je suis devenue maman. 1 fois par semaine, tu allais t'allonger sur un divan, à dire des choses, à entendre des interprétations. Est-ce que tu comprends la maïeutique qui t'a permis de devenir maman via la psychanalyse? Absolument pas. Parce qu'en plus je parlais pas de ça forcément, tu vois, j'abordais vraiment d'autres sujets. Peut-être que c'était quelque chose de là, je m'en rappelle absolument pas, je n'ai aucun souvenir de ça. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'étais pendant 5 ans très amoureuse du papa de ma fille, et que je luttais contre ce désir d'enfant, vraiment, en me persuadant, lui disant, alors que lui il en voulait, et que je me disais non, ça sert à rien, c'est n'importe quoi, de toute façon le monde dans lequel on vit, enfin toutes les phrases que tu peux entendre sur des gens qui veulent se justifier pour pas avoir d'enfants, et qui parfois sont très très sincères, qu'ils le pensent très sincèrement, sauf que moi je le pensais pas sincèrement, c'est ça le truc. Et que 6 mois après je tombe enceinte, tu vois, je commence décembre, je commence ma thérapie, et en avril, fin avril, je suis enceinte 4 mois après. Donc il s'est passé des choses, il y a eu des rêves, je pense, des choses qui ont fait que tout d'un coup, imperceptiblement, ce sujet devenait acceptable. Tu vois, ça devenait acceptable. Et après, ça n'a pas été quand même un truc préparé. Encore une fois, tu vois, on s'est pas assis avec mon mec en se disant, allez, on se met d'accord. Non. C'était encore une fois un accident, entre guillemets, mais un accident qui a été provoqué par un inconscient. En revanche, ce que je peux te dire, ce que je me souviens, parce que finalement, le travail de psychanalyse, je pense qu'il a été plus réel avec mon premier psy qu'avec elle, puis comme je te disais, c'était plutôt quelque chose de réaction à l'urgence avec elle. Avec mon premier psy, il y avait quand même plus un travail en profondeur, et je me souviens qu'il me parlait, je comprenais rien de ce qu'il me disait, et il me disait, je disais, mais je comprends rien de ce que vous dites, parce que lui, pour le coup, je te disais, il s'en prenait plein la tête tout le temps, et il me disait, mais c'est pas à vous que je parle, c'est à votre inconscient. Et des années plus tard, il y a des phrases qu'il me disait, qui sont restées dans ma tête, et que je comprends, je me disais, mais c'est ça qu'il voulait dire, T'as un exemple? Ah, attends, il faudrait un peu de temps pour m'en rappeler. Je me souviens que j'avais été le voir suite à donc une fameuse rupture par texto. Non, c'était pas suite à ça. Non, j'avais commencé un travail avec lui, etc. Et puis il se trouve que je vais à une séance où je viens de me faire larguer par mon grand amour par texto. Et il me dit, mais cet homme n'est pas aimable. Et je lui dis, si, je suis complètement amoureuse de lui, etc. Machin. Il me dit, non, mais il vous zappe, il vous envoie un texto, je sais pas quoi. Cet homme n'est pas aimable. Je dis, mais si, puisque je viens de vous dire que je suis amoureuse de lui. Enfin, on s'en fout, il est beau, il est canon, il fait de la musique, c'est tout ce que je rêvais d'un mec, et il faisait que de me répéter cette phrase. Je dis, mais arrêtez de me répéter la même chose. Enfin, ça n'a aucun sens ce que vous êtes en train de me dire, puisque moi, je suis amoureuse de lui. Et en fait, ce qu'il voulait me dire, c'était tout ce qu'il est, ce que vous me décrivez, ce ne sont que des choses qui font qu'un être ne peut pas être aimable, puisqu'il est méchant avec vous, qu'il vous traite mal, que ceci, cela. Donc, vous comprenez que ce que vous avez en rapport avec lui n'est pas de l'amour, c'est un attachement prise d'un piège dans un jeu de je sais pas quoi, mais ce n'est pas de l'amour, il n'est pas aimable, puisque cet homme ne fait pas des choses gentilles qui font qu'on peut l'aimer, qui est pas... Tu vois, il jouait beaucoup sur les mots comme ça.
Je me souviens un jour, je lui avais dit aussi, j'ai trop peur, j'avais des angoisses de violence, tu sais. Et j'ai dit, mais franchement, je pourrais être un serial killer. Moi, enfin, si je me laissais aller, je pense que je pourrais buter la moitié de la population. Il m'avait dit, vous êtes un serial killer. Vous avez dit un serial killer. Vous êtes une femme. Donc, vous avez vous-même dit que ça ne s'appliquait pas à vous. Puisque vous avez utilisé le masculin et que vous êtes une femme. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais n'empêche que suite à cette phrase, je n'ai plus jamais eu d'angoisse, de violence. Tu vois, il arrivait en décodant des mots, et c'est pour ça que tout ce qui était lacanien m'intéressait énormément, parce que c'est beaucoup sur les jeux de mots, tu vois. Mais pour moi, ça faisait un effet génial. Mais sur le coup, je comprenais pas. Je comprenais pas ce qu'il me racontait. Par contre, ça dénouait un truc. Et que après, je me disais, ah ben oui, c'est ça. En fait, il jouait sur les mots, tu vois. Ou le désir, il parlait énormément, évidemment, du désir, tu vois. Et il disait, il passait son temps à dire qu'il fallait vivre son désir, mais pas un désir, pas une jouissance. En fait, il faisait vraiment la différence entre la jouissance et le désir, tu vois. Et donc, c'était des mots, t'imagines bien, quand j'avais 20 ans, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Je comprenais pas. Et en fait, j'ai tout à fait compris ce que c'était d'être vivant dans son désir. Que le désir t'amène vers la vie, que la jouissance t'enferme dans un truc hyper mortifère, tu vois. Mais c'était des concepts, qui me dépassaient total. Comment ça s'est passé la dernière séance de ce premier travail? La dernière séance de ce premier travail, j'avais eu j'avais une fin de contrat et j'avais pas envie de rechercher du travail immédiatement, donc j'avais décidé de reprendre mes études et d'aller en Angleterre. Et donc je lui avais dit, voilà, j'ai pas du tout envie de mettre fin à nos séances, mais je vais partir en Angleterre et comment on fait? Et puis il m'avait dit, ben non, mais vous allez partir en Angleterre et puis vous allez vivre votre vie. Enfin, ça c'est alors que j'avais essayé d'arrêter dans le temps avec lui une fois, et puis il m'avait répondu non, vous revenez la semaine prochaine, si ça te rappelle quelque chose. Il m'avait dit je vous attends la semaine prochaine, et j'avais dit mais n'importe quoi, c'est ma dernière séance et tout. Puis par contre moi j'étais revenue la semaine prochaine, la semaine d'après. Donc mais là c'était évidemment, il avait vu justement que j'étais dans mon désir, j'étais vraiment partie dans quelque chose qui était extrêmement positif pour moi, et puis et je l'avais rappelé quand j'étais en Syrie d'ailleurs, j'étais rentrée pour un break en France et il s'était passé un événement qui était difficile pour moi, et donc je l'avais rappelé à ce moment-là. Il m'avait pris juste pour une séance, mais tu vois, on n'était pas au sein d'un travail. C'était juste, il fallait que je débriefe avec lui d'un truc qui s'était passé. Et donc il m'avait reçu. Pareil, il avait été super, et puis après il est mort quelques mois après. Tu sais de quoi t'as été tenue au courant? Pas du tout, parce que comme je faisais plus partie de ses patientes, enfin tu vois, j'ai pas été informée, et je l'ai su que par un ami d'amis qui allait le voir et qui m'a dit Kim est mort, et on sait pas de quoi. Il a juste, je sais pas comment les gens l'ont su, mais en tout cas je sais pas. J'ai envie de te faire une interprétation sauvage. Vas-y. Tu as peur de la mort et tu vas au cœur d'un des conflits armés les plus violents. Tu as peur de la rupture et tu quittes ta patrie pour être une expatriée. Et je vois une femme qui va à la rencontre de chacune de ces peurs fondamentales. Et pour moi, ton témoignage, tu te rapproches au plus proche dans ton rapport à la rupture d'une sorte de confrontation. Tout à fait. Et tu sais qui me disait justement, quand il y a de l'angoisse, il y a du désir. Il me disait que c'était pas... Justement, tu te rapproches, c'est exactement ce que tu dis, tu vois. Tu te rapproches de ton désir, de quelque chose que tu as envie de faire, mais en même temps, tu as cette espèce d'angoisse. Et c'est exactement ça, ouais. Je pense que tu as tout à fait raison. J'ai voulu affronter mes angoisses, en vrai, quelque part. Et c'était mon désir peut-être, et ça, tu vois, quand j'ai commencé la psychanalyse, je te disais, à 20 ans, j'avais tout à fait conscience de ce que les angoisses pouvaient avoir comme impact dans ma vie du quotidien, et je voulais pas les laisser. En fait, mon but vraiment dans la vie, c'est ça, c'est de trouver une espèce de libération. Et parfois, je trouve que c'est un but qui est tellement snob, tu sais, qui est tellement... vraiment, c'est vraiment le petit souci des gens qui sont bien nantis chez eux et qui veulent absolument se libérer de tata. Et en vrai, c'est tellement fondamental. C'est tellement fondamental parce que dans ta vie de tous les jours, t'as un impact, tu vois. Et que ce soit sur des gens, sur des voisins, un mec que tu vas rencontrer. Tu vois, hier, j'ai reçu un texto d'un ami, enfin, un cousin qui m'a parlé un peu sèchement. Et, tu vois, c'est con, c'est un petit texto. Et tu sais,
ta soirée, j'étais là, mais enfin, il exagère, pourquoi il me dit ça comme ça? Et puis, pour qui il me prend? Et c'est un texto d'un mec par texto, t'as même pas de ton de voix, de rien du tout. Et ça prend des proportions. Alors peut-être que c'est que moi qui prends les proportions comme ça, mais c'est pas vrai, en fait. On est tous plus ou moins influencés par des choses. Et je me dis, c'est tellement con si ces choses, elles sont influencées, toutes ces petits impacts, c'est la résultante de petites angoisses nocives qui pourraient ne pas être là et qui pourraient me permettre d'avoir une vie beaucoup plus saine, beaucoup plus sincère envers l'autre, qui pourrait faire du bien autour de moi, tu vois. Et donc c'est pas forcément que pour ma petite personne, c'est aussi pour l'impact que ça a autour. Je pense que c'est hyper important. Et cette angoisse, quelque part, pour moi, c'est en effet peut-être un gouvernail. C'est là où va mon angoisse. Je me dis, attends, faut que j'aille voir parce que faut que je creuse là. Pourquoi est-ce qu'il y a ça? Voilà. Et que finalement, peut-être que c'est ça qui me porte vers mon désir. En effet, j'ai peur de la mort et curieusement, tu vois, en Syrie, j'ai très rarement eu peur consciemment de la mort. Alors que j'entendais les obus tomber autour de moi tous les jours. Tu vois? Et j'étais hyper heureuse, pas d'être dans un pays en guerre, mais j'étais heureuse de ces choix de vie à ce moment-là. J'étais complètement en accord avec moi-même, tu vois. Donc ouais, l'angoisse, elle a été à un moment donné un indicateur, mais c'est un indicateur que je dois quand même combattre. C'est aller vers elle pour la combattre et pour pouvoir la dépasser. Pourquoi est-ce que tu réponds pas à ce cousin? Pourquoi est-ce que t'envoies pas une lettre à Madame S? Tu sais, tu choisis tes combats. Il y a des gens, je te donne un exemple qui a rien à voir, mais tu sais, t'as des gens qui vont avoir un discours ultra facho. Tu vas même pas essayer enfin, en tout cas, moi, je vais pas perdre mon temps à essayer d'eux parce que je sais que c'est hopeless. Je sais que il est complètement ancré dans ces trucs, qu'il va jamais changer, qu'il va ceci, cela. Donc, je vais juste acquiescer, oui, et puis, khalas, je vais pas aller chercher à m'égosiller, m'époumoner pour quelqu'un qui va pas m'entendre. Le cousin, je pense que c'est un peu ça, c'est que ça va faire plus d'histoire qu'autre chose. Je mesure l'impact, tu vois, le gain tu sais, bénéfice, perte. Je me dis, il y a plus de pertes que ça s'envenime et que ceci, cela. Restons-en là. Et je pense que t'as raison, je pense que c'est aussi un problème que je dois gérer, moi, c'est que le bien-être de l'autre passe avant le mien, tu vois, c'est-à-dire vraiment, faut surtout pas froisser un tel, alors que lui, il a carrément le droit de me froisser et c'est pas grave et prends sur toi. Ça, c'est encore un travail que je dois faire. Mais en vrai, je pense que je le ferai plus sur des choses qui sont beaucoup plus importantes que ça. Tu vois, je pense que je pourrais mettre vraiment non, en fait, tu me parles pas comme ça, et puis, et dire les choses. Quand l'enjeu est plus important. Là, c'est un enjeu minime. Madame S, il y a un vrai enjeu. Et là, pour te répondre très très honnêtement, je pense que j'ai encore peur de l'image qu'elle pourrait avoir de moi. Je pense que si je faisais, tu vois, si j'écrivais une lettre, que j'ai 10 personnes autour de moi, des pontes en psychanalyse qui me disent ta lettre est formidable, franchement, voilà, je l'enverrai. Tu vois, il me faut l'aval d'une autorité qui me dirait c'est super, parce qu'après quelle que soit sa réaction à elle ou son jugement par rapport à moi, je sais que j'aurai eu au moins 10 jugements positifs. Donc je pense que je suis encore trop peut-être fragile par rapport à ça. À ton avis, pourquoi le pouvoir il est chez l'autre? Pourquoi c'est l'autre qui peut te valider et pas toi-même? Ça, je pense que ça, c'est dans mon éducation. Je pense clairement que c'est un truc de mon éducation. Que ma problématique à moi, c'est qu'on m'a toujours dit que j'étais extrêmement susceptible. Toujours petite, j'étais très très sensible. Je pleurais, j'avais la larme très facile. Pas de caprice, de larmes d'émotion même. Quand je me souviens, je pleurais devant le Juste Prix, tu vois, quand j'étais petite. Le Juste Prix Patrick Roy, tu vois, quand les gens gagnaient, j'étais en larmes devant tellement j'étais très très sensible. Et bien entendu, quand c'était quelque chose de négatif aussi, je pleurais très facilement. Et on m'a toujours dit, t'es trop susceptible, c'est n'importe quoi. Et en fait, mon curseur, il a complètement, la boussole est devenue folle. C'est-à-dire que je sais plus si ce que je ressens, c'est justifié ou pas. Ou j'ai le droit, en fait, ou je suis trop susceptible. Tu vois, c'est ça. C'est moi qui en fais tout un pataquès, ou est-ce que j'ai vraiment le droit? Mais ça, je pense sincèrement que c'est ma problématique perso d'éducation. Même si je me rends compte que beaucoup de gens, la partagent. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui vont te dire, putain, j'ai pas osé lui dire, je sais pas ce qui m'a empêché de pouvoir, ou j'accepte qu'il me traite comme ça, pour la paix des ménages, je supporte ça, mais pourquoi? Quand t'es de l'extérieur, en effet, c'est une question hyper légitime de pourquoi est-ce que l'autre... Et en même temps, je pense que c'est quand même aussi important de faire des compromis dans la vie, tu vois, c'est pas que maintenant on est vraiment dans une époque où plus personne ne doit souffrir de rien. Tu vois, c'est limite,
trop l'inverse, c'est-à-dire ah ben non je vais pas m'emmerder à faire ça, ah ben non je vais pas me faire chier à faire ça, donc non tant pis les gens, moi je veux plus supporter rien du tout. Du coup ça fait une société extrêmement auto-centrée, qui est plus du tout dans la solidarité, qui est triste à mourir quoi, tu vois. Donc cet autre extrême de je ne vais plus l'avoir et je fais pas d'efforts parce que moi ça m'incommode, bah non il y a des moments où on doit être incommodé dans la vie en fait, c'est ça, tu vois. C'est pas grave de supporter un relou pendant 3-5 minutes, tu vois. Une petite phrase qui est mal dite, on va pas s'offusquer à chaque fois. C'est bon, j'ai une énergie à utiliser ailleurs, quoi. Est-ce que tu penses à quelque chose d'important à propos de ton chemin en psychanalyse que tu n'as pas dit et que tu aimerais ajouter en conclusion ? Je pense qu'il faut quand même malgré tout garder en tête, même si c'est très important pour le transfert, hein. Enfin, le transfert en lui-même est très important parce que c'est là que tout se joue, tu vois. Mais je pense que c'est très important de désacraliser le psy, hein, de se rappeler quand même que c'est une personne comme toi et moi, qui peut-être est beaucoup plus, on va dire, éveillée sur ses propres problématiques, qu'il a peut-être réglé beaucoup plus de problèmes que toi et moi, tu vois. Mais que ça reste quand même une personne avec des défauts qui a absolument pas la science infuse et qui peut faire des maladresses et qui peut ne pas être dans le vrai. Ça, je pense que c'est très important de garder en tête. Moi, ça a été un petit peu mon erreur. C'est de jamais remettre en question. Kim, j'arrivais à le remettre en question parce qu'il me laissait complètement cet espace. T'as raison sur un truc avec elle, avec Madame S. C'est qu'elle te laisse pas cet espace parce qu'elle crée cette espèce de rapport empathique, bienveillant, etc. qui t'enferme et t'as pas envie de lui rentrer dedans. T'as pas du tout envie de lui rentrer dedans. Kim, il était tellement illisible. Tu pouvais, vraiment, c'était un écran blanc, quoi. Tu pouvais projeter sur lui, vas-y, fais-toi plaisir. Tu projettes sur lui tout ce que tu veux. Donc, tu pouvais projeter tes révoltes. Tu pouvais envoyer chier, tu pouvais, je sais pas. Elle, ça me serait jamais venu à l'esprit. Et tu vois, la seule fois où ça m'est venu à l'esprit, ben, c'est mal fini, quoi. Donc, non, désacralisons le psy, quoi. Imagine, tu as Madame S devant toi. Est-ce que tu aimerais lui dire quelque chose et qu'est-ce que tu lui dirais ? Je voudrais lui dire, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous m'avez fait ? Je voudrais sincèrement savoir si elle se rend compte de l'impact de son acte. Parce que si elle me dit oui, je me rends compte, mais je savais que vous seriez assez forte pour surmonter ça, et je suis vraiment désolée, moi c'était quelque chose que j'arrivais pas à gérer, et j'en sais rien, enfin je te dis n'importe quoi, t'as vu, je suis déjà en train de faire sa réponse. Non, je voudrais juste savoir si elle se rend compte. Si elle mesure, en fait, la violence qu'elle m'a fait subir.